En 1971, un adolescent nommé Hiro Nakamoto, âgé de seulement 15 ans, se trouvait chez ses grands-parents à Kyoto, au Japon, pour passer le week-end. Imaginez un peu, une maison ancienne, imprégnée de mystères enfouis, et un grenier rempli d'objets oubliés qui pourraient changer votre vie à jamais. Hiro s'ennuyait et décida d'explorer ce grenier sombre et poussiéreux. Parmi les vieilleries fascinantes qu'il y découvrit, une petite boîte en bois attira particulièrement son attention. Elle était verrouillée, mais avec un outil trouvé sur place, il parvint à forcer la charnière. Au moment précis où il ouvrait la boîte, son grand-père surgit dans le grenier et hurla en japonais « Non, Hiro, n'ouvre pas cette boîte !» Tandis que son grand-père criait, une petite poupée japonaise tomba au sol. Le vieil homme se précipita pour la ramasser, la remit hâtivement dans la boîte et, comme la charnière était brisée, il descendit en vitesse chercher du ruban adhésif pour l'enrouler autour de la boîte autant de fois que possible, comme si sa vie en dépendait. Ce qui suit est l'histoire terrifiante que le grand-père, Masahiro Nakamoto, raconta ce jour-là à Hiro. Une histoire que Hiro a consignée par écrit et qu'il a partagée dans de nombreuses émissions de télévision japonais, au fil des ans, une histoire qui continue de hanter quiconque l'entend, avec des détails si glaçants qu'ils vous tiendront en haleine jusqu'au bout, vous forçant à vous demander, et si cette poupée n'était pas qu'une légende. Tandis que mon grand-père enroulait la boîte avec du ruban adhésif, je lui demandai pourquoi il avait si peur de cette poupée. Il leva les yeux de ce qu'il faisait et me lança le regard le plus froid que j'ai jamais vu, un regard où la terreur était palpable, et je vis ses mains trembler. Il continua à enrouler la boîte sans un mot, utilisant tout le ruban qu'il avait, puis il remonta au grenier et revint 10 minutes plus tard. À son retour, il posa ses mains sur mes épaules, me regarda droit dans les yeux et dit « Tu dois me promettre de ne jamais rouvrir cette boîte, même après ma mort. Promets-le-moi, Hiro. Je laisserai des instructions strictes pour ce qui doit être fait de cette poupée quand je partirai. » Je répondis « Oui, grand-père, mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi. » Il m'assit alors et me raconta une histoire qui me donne encore des cauchemars aujourd'hui, une histoire qui commence innocemment mais qui plonge dans l'horreur la plus absolue, vous faisant questionner la réalité elle-même. L'année était 1906. J'avais 9 ans à l'époque et je vivais dans un petit village appelé Hakodate, sur l'île de Hokkaido. C'était l'été, un été que je n'oublierai jamais, marqué par des événements qui ont transformé notre paisible communauté en un lieu de terreur pure. La première fille de notre village à disparaître le fit vers le début de juin. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais que la chaleur commençait à s'installer. Tout le village la chercha inlassablement, fouillant chaque recoin, mais sans rien trouver. Beaucoup pensaient qu'elle avait fui, car elle approchait de l'âge adulte, et les jeunes quittaient souvent notre petit village pour la grande ville une fois qu'ils atteignaient un certain âge, cherchant une vie plus excitante. Ce n'est que lorsque la deuxième fille disparut que la panique s'installa vraiment, et que les rumeurs sur une poupée démoniaque, un akumadol, commencèrent à circuler dans les conversations, murmurées avec une peur croissante qui vous glace le sang. Je n'oublierai jamais l'expression de terreur et d'effroi sur les visages des gens tandis que je marchais avec ma mère dans la partie animée de notre village, un endroit habituellement joyeux mais soudain enveloppé d'une ombre menaçante. L'été dans notre village était censé être rempli de joie, de célébrations et de festivals colorés, mais une fois que plusieurs filles eurent disparu, tout fut annulé, et personne n'avait le droit de sortir de chez soi après la tombée de la nuit, comme si une malédiction invisible planait sur nous tous. Je me souviens que notre village envoya l'un des anciens à Tokyo pour engager un enquêteur spécial afin d'aider à résoudre ces disparitions mystérieuses, un homme censé percer les secrets les plus sombres. Au moment où cet enquêteur spécial arriva enfin, c'était presque la fin de juillet, et la tension était à son comble. À ce stade, 6 filles de moins de 14 ans avaient disparu, la plus jeune n'ayant que 10 ans, des enfants innocents arrachés à leur famille sans laisser de traces. L'enquêteur alla de maison en maison, interrogeant tout le monde et notant des détails minutieux dans un journal noir qu'il portait toujours avec lui, comme un détective traquant un fantôme. Nous étions tous dans notre salon quand il vint chez nous, une petite famille composée de mes parents et de mon petit frère Takashi, qui avait 6 ans à l'époque. Il posa de nombreuses questions à mes parents, en particulier sur leurs allées et venues au moment des disparitions des 6 filles. Mes parents étaient des cultivateurs de kaki,
Il quittait rarement notre ferme sauf pour aller au centre du village chercher des provisions et des outils nécessaires à l'exploitation. Je me souviens que mon père demanda à l'enquêteur s'il avait une idée de ce qui était arrivé aux filles. L'enquêteur répondit qu'il n'avait pas encore d'hypothèse et que tous les villageois qu'il avait interrogés jusqu'à présent semblaient innocents de tous méfaits, mais son-on laissait planer un doute, comme si quelque chose de plus sinistre se cachait. L'enquêteur resta en ville environ un mois, et parfois je le voyais interroger des gens, d'autres fois je l'apercevais marchant seul dans la forêt, regardant le sol comme s'il cherchait des indices enfouis, des preuves d'un mal qui refusait de se montrer. Ce n'est qu'à la mi-septembre que l'horreur inimaginable frappa notre village, après que l'enquêteur fut parti, affirmant avoir fouillé tout le village et les environs sans rien trouver. Il croyait que les filles avaient été enlevées, emmenées loin et vendues comme esclaves, et une chose que nous remarquâmes est que dès son arrivée, les disparitions cessèrent, ce qui nous fit croire à son histoire, pensant qu'il s'agissait de ravisseurs étrangers à la région qui avaient pris peur. La vie reprit son cours normal, du mieux qu'elle pouvait, même si 6 familles étaient maintenant dévastées par la perte de leurs filles sans aucune explication, un vide qui pesait sur nous tous comme une malédiction persistante. Mais je n'oublierai jamais ce jour de septembre, il me hante encore aujourd'hui avec une intensité qui me réveille la nuit en sueur. Presque chaque village ou ville au Japon possède un temple ou un sanctuaire où les gens vont prier et rendre hommage. Ma mère me donnait quelques pièces chaque semaine pour aller au temple de notre village, prier et donner aux moines qui y vivaient. Cela faisait un certain temps que je n'y étais pas allé, depuis que les disparitions avaient commencé, ma mère ne voulait pas que j'y aille seule ou même avec mon petit frère, craignant que le mal ne frappe à nouveau. Je me souviens que c'était un dimanche matin, je me réveillais avec ma mère entrant dans ma chambre et disant « Je veux que tu ailles au temple ce matin, que tu pries et que tu donnes de l'argent aux moines. » Elle me tendit l'argent et partit à la cuisine préparer le petit déjeuner. Je décidai de me dépêcher pour en finir avant que le repas ne soit prêt, alors je m'habillai rapidement, enfilai mes sandales et partis pour le temple. Il n'était pas trop loin de la maison, peut-être 1 kilomètre, et j'alternais marche et course pour rendre le trajet plus amusant et moins monotone. Alors que le temple apparaissait à travers la dense forêt de bambous, je ressentis une quiétude étrange, presque oppressante, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le temple semblait vide, ce qui était bizarre car j'étais habitué à voir plusieurs moines dehors, nettoyant ou préparant la nourriture, mais ce jour-là, il n'y avait personne en vue, un silence qui vous fait frissonner sans raison apparente. Je supposais qu'ils étaient à l'intérieur en train de manger et je continuais à m'approcher. Tandis que je montais les marches principales, une odeur putride me frappa de plein fouet, si nauséabonde que je commençais à avoir des hauts le cœur et faillis vomir. Je mis ma main sur mon nez et avançai à l'intérieur. En entrant, je dis d'une voix basse, « Excusez-moi, excusez-moi », mais il n'y eut aucune réponse, seulement un écho vide qui amplifiait ma peur naissante. Je m'avançai plus loin dans le temple et, ce faisant, j'entendis un bruit de froissement fort venant de sous les tatamis qui couvraient le sol, un son qui semblait venir des entrailles même du bâtiment. Je me figeai sur place, une vague de terreur me submergeant, et je restai là, immobile, n'osant pas bouger un muscle, quand le froissement reprit, plus insistant, comme si quelque chose rampait en dessous. Une pensée me traversa alors l'esprit, peut-être n'était-ce qu'un tanuki, un raton laveur japonais, car il y en avait beaucoup dans la région, des créatures espiègles mais inoffensives. Je poussai un soupir de soulagement et la peur s'estompa un peu. Je m'agenouillai sur les tatamis pour en soulever un et vérifier si c'était bien un tanuki. Tandis que je levais le tapis, l'odeur putride me submergea à nouveau, plus forte que jamais. En regardant en dessous, je vis le corps nu d'une jeune fille, mais ce n'était pas un corps normal, chaque partie, la tête, les bras, les jambes, le torse, semblait provenir d'une personne différente, cousue ensemble pour former un tout grotesque, une abomination qui défiait l'imagination. Ce qui me terrifia le plus, c'est ce qui était posé sur le corps de la fille, une poupée, qui me fixait droit dans les yeux. Je jurerai sur ma vie que j'ai vu la poupée cligner des yeux pendant que je la regardais, un mouvement subtil mais indéniable qui me glaça jusqu'au haut. Je tombai en arrière, trébuchant sur les tatamis, et je commençai à hurler en courant hors du temple vers la maison, fuyant comme si la mort elle-même était à mes trousses. Je ne vis personne sur la route en rentrant, et je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, le cœur battant à tout rompre.
Quand j'arrivai à la maison, ma mère était dehors en train de secouer un tapis. Elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas, lâcha le tapis et courut vers moi, son visage pâle d'inquiétude. Je ne me souviens que de fragments de ce qui se passa le reste de la journée, je pense que j'étais en état de choc, un brouillard mental qui enveloppait tout. J'ai dû leur raconter ce que j'avais vu, car mon père partit en courant vers le centre du village pour rassembler de l'aide et retourner au temple. Ma mère me fit entrer et me fit m'allonger pour le reste de la journée, essayant de me calmer avec des mots doux mais tremblants. Je me souviens qu'il y eut beaucoup de monde chez nous ce jour-là, mais une seule visiteuse vint dans ma chambre pour me parler, la femme la plus âgée du village, une sage aux yeux emplis de secrets anciens. Je n'oublierai jamais ce qu'elle me dit et la promesse que je lui fis, des mots qui scellèrent mon destin. Elle m'expliqua que c'était une Akuma doll, une poupée démoniaque, que j'avais vue sur le corps de la fille. Elle avait tué les 6 filles et cousu des morceaux de leur corps ensemble, créant un corps pour elle-même en prenant une partie de chacune, totalisant 6 pièces pour former un tout, un rituel macabre qui la rendait plus puissante à chaque victime. Elle dit que cette poupée en particulier était vieille de centaines d'années et avait été enfermée dans le temple, mais qu'elle avait réussi à s'échapper de l'endroit où les moines la gardaient captive, libérant ainsi son mal sur le village. Elle affirma que c'était maintenant son devoir de garder la poupée enfermée dans un endroit sûr, puisque les moines du temple avaient mystérieusement disparu, probablement victimes de la poupée elle-même. Elle me demanda de prendre la relève et de veiller sur la poupée après sa mort, car il n'y avait personne d'autre pour le faire, personne qui croirait ce que nous savions sur cette entité maléfique. J'acceptais avec hésitation, mais seulement parce que je la croyais, et parce que j'avais vu et entendu des choses au temple qui défiaient toute logique humaine, des preuves irréfutables d'un mal surnaturel. J'ai veillé sur la poupée depuis mes 20 ans, depuis que la vieille dame du village est passée dans l'au-delà, une responsabilité qui pèse comme une chaîne invisible. Hiro a maintenant déclaré qu'il veille sur la poupée et la garde enfermée dans un endroit très sûr et sécurisé, un secret qu'il porte comme un fardeau. Il n'y a eu qu'une seule photo de la poupée publiée par Hiro, celle qui est utilisée dans cette vidéo, une image qui capture son regard fixe et troublant. Et maintenant, imaginez si cette poupée s'échappait à nouveau. Quelles horreurs pourrait